continuons de parler des marchés, de stratégie d'investissement, en l'occurrence avec Kevin Tozek qui est à mes côtés en plateau. Bonjour Kevin. Merci beaucoup d'être là, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bon, la question en fait, c'est comment on réfléchit à une stratégie d'investissement pour 2022. Non pas que tout change au 31 décembre ou au 1er janvier, mais voilà, si 2022 s'annonce comme une année de normalisation sur plein d'aspects, comment est-ce qu'on réfléchit à faire évoluer la stratégie d'investissement après la phase aiguë du Covid, après la phase de reprise post-Covid et en perspective de cette phase de normalisation? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que cette phase de normalisation, elle ne va pas être la même partout. On a vu cette phase de reprise marquée par une désynchronisation entre les différents grands blocs économiques. Et ça devrait se poursuivre. Frédéric le mentionnait. Sur les États-Unis, on s'attend bien à ce qu'il y ait quand même moins de soutien monétaire d'une part. Il faut aussi regarder qu'il y aura moins de soutien budgétaire d'autre part, même s'il y a des accords et des montants extrêmement importants qui sont en jeu pour le budget 2022, ce sera toujours moins qu'en 2021. On ne fera pas 15% de déficit l'an prochain aux États-Unis. Et a priori, non, mais heureusement. A priori pas. Ouais. Et donc ça a quand même une incidence, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un policy mix dans notre jargon, donc moins de soutien monétaire, moins de soutien budgétaire, des valorisations qui sont très élevées globalement. Donc ça interroge quand même. Puis il faut regarder ce qui se passe ailleurs aussi. Alors en zone euro, on a quand même une trajectoire de croissance qui, elle, pourrait être plus résiliente. Il a aussi, Frédéric, mentionné l'impact de la coalition allemande et l'impact positif. On a aussi les fonds du Next Generation EU Fund, donc du plan de relance qui continuent à se mettre en place et qui vont eux-mêmes accélérer. Donc là, on va dire un peu plus de stabilité. Et puis à l'inverse, si on regarde ce qui se passe un peu plus à l'est, là on a par exemple en Chine une politique qui est très orthodoxe, tant sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire, et ça aussi c'est des choses qui pourraient changer. Et donc on voit bien la dynamique qui a pénalisé beaucoup ces actifs chinois cette année, qui a porté beaucoup les actifs des pays développés. On a une dynamique qui pourrait là s'inverser si on avait une forme d'inflexion dans ce policy mix chinois. Je rebondis sur ce dernier point. Ça veut dire qu'il faut commencer ou recommencer à être positif sur la Chine, sur le plan de l'investissement, Kevin ? Oui, alors il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire qu'il y a la partie obligataire, c'est-à-dire que ce à quoi on s'attend, c'est bien à ce qu'il y ait, on va dire, un resserrement de cette politique monétaire très orthodoxe en Chine. Donc là, il y a de la valeur à être acheteur de ces obligations, parce que ces taux-là, ils pourraient baisser pour venir soutenir l'économie chinoise. Et puis, sur les marchés d'actions également, parce que là aussi, encore une fois, il faut garder à l'esprit que la contre-performance des marchés d'actions chinois, il est bien évidemment la résultante ou la conséquence d'un durcissement réglementaire, mais aussi d'un ralentissement cyclique ou lié au désendettement. Et ça, c'est sans doute ce qui nous attend pour l'année prochaine aux États-Unis. Si on reste dans cette idée de désynchronisation entre ces grandes zones, Kevin, où est-ce que ça peut provoquer des frictions dans les marchés globaux? Où est-ce que ça va provoquer peut-être des mouvements, des contre-pieds, des choses qui sont compliquées à anticiper aujourd'hui? Là, je parlais des devises. C'est vrai qu'on a l'euro-dollar sous les yeux depuis quelques semaines maintenant, mais alors que le Forex est resté très sage pendant la phase pandémique où tout le monde intervenait en même temps de la même manière, est-ce que c'est là que la désynchronisation va se matérialiser d'une certaine manière? Oui, et ça va venir sans doute aussi impacter les marchés de taux. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu, on va dire, une avancée. On a ramené en avant les perspectives de hausse de taux aux États-Unis. Et dans le même temps, donc, on a eu ces taux courts qui, eux, sont remontés. Et dans le même temps, on a des taux à plus long terme, 10 ans à 30 ans, qui, eux, sont restés sur des niveaux très, très bas. Une des raisons à cela, c'est que, pour un investisseur étranger, il y a de la valeur à être investi sur ces parties de courbe de taux-là. C'est-à-dire qu'on va prendre un exemple très concret. C'est-à-dire qu'un fonds de pension japonais, s'il achète des taux à 10 ans aux États-Unis, même couvert du risque de change, ça fait plus de 1% de rendement par rapport à zéro à ce qu'il peut avoir chez lui. Et donc ça amène quoi? Ça amène des phénomènes d'aplatissement de courbe de taux. C'est-à-dire qu'on a les taux courts qui remontent et puis des taux longs qui eux, restent bas. Et donc ça aussi, c'est aussi le reflet, on va dire, de la perspective d'avoir des banquiers centraux qui vont faire un petit peu moins, ça pèse sur les anticipations de croissance à long terme. Mais ça pose des questions parce que ça peut amener à une inversion de cette courbe des taux d'intérêt. Et là, pour le coup, ça peut amener beaucoup d'instabilité d'une part. Et puis d'autre part, avec ces courbes de taux qui s'aplatissent, ça coûte de plus en plus cher de se couvrir contre ce risque de change. Et ça peut aussi, ça pourrait ramener de la volatilité sur les parties un peu plus longues des courbes de taux d'intérêt.
si la normalisation des politiques monétaires implique que les courbes de taux s'aplatissent et donc que les taux longs restent à des niveaux très faibles, 1,60, 1,70, on voit que dès qu'on arrive sur ces niveaux sur le 10 ans américain, c'est compliqué d'aller très au-delà. Qu'est-ce que ça implique pour les marchés actions, sachant qu'un an après l'arrivée des vaccins, quand on fait le match value-growth, les deux grands styles de gestion, les écarts n'ont pas tellement bougé. Ouais. La trajectoire a été différente, mais les écarts sont les mêmes. Eh bien, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que ce qu'on anticipe globalement, c'est quand même moins de croissance. Encore, on a eu une année 2021 qui a été exceptionnelle, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées. Comme vous le disiez, un retour à une forme de normalité, ça veut dire moins de croissance l'année prochaine. Et donc ça veut dire que quand on investit sur les marchés d'actions, il y a sans doute plus de valeur, en tout cas un potentiel de surperformance plus important sur les valeurs qui, elles, sont moins sensibles à la croissance économique. Donc ça, c'est un facteur. Il y en a un deuxième, Frédéric le mentionnait, c'est que dans ce débat sur une inflation transitoire ou durable, ce qu'il en sort, c'est que les salaires, eux, ils accélèrent. Et donc, quand on investit sur des marchés d'actions, c'est important de regarder le potentiel qu'ont ces entreprises à maintenir leur marge. Ce type de valeurs-là, on les trouve plus largement dans ces sociétés de croissance à bonne visibilité. Donc, c'est plutôt sur ces valeurs-là qu'on va aujourd'hui allouer des actifs. Intéressant, parce que vous dites, même s'il y a un peu d'inflation, y compris salariale, les entreprises les plus à même de défendre leur prix sont les entreprises qui ont fait la décennie passée en termes de performance boursière, des grandes valeurs technologiques ou de croissance. Ce sont ces valeurs-là qui vont avoir le pricing power au final. A priori, oui, et puis c'est pas quelque chose de nouveau, c'est des choses qui se sont déjà passées historiquement. Si on regarde par exemple ce qui s'est passé entre les années 60 et les années 70, on a bien vu des marchés d'actions, alors dans un contexte où il y avait des taux qui remontaient, une inflation qui remontait, on a bien vu ces grandes valeurs, un groupe d'une cinquantaine de grandes valeurs qui ont continué à tirer la performance des marchés d'actions. Et puis après, on va dire là aussi, si ce qu'on anticipe, c'est moins de croissance économique, ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, c'est moins de résultats pour les entreprises. Dans le même temps, des salaires, ou en tout cas une inflation induite par les coûts qui, elles, augmentent, il faut pouvoir préserver ses marges. Une bonne façon de le faire, il me semble que c'est d'investir. Et d'investir dans quoi ? Dans l'informatique, typiquement dans les logiciels, pour avoir des gains de productivité et maintenir ses marges. Et donc on comprend bien l'attrait que peuvent avoir ces grandes valeurs technologiques qui permettent ça notamment. Ça, c'est pour les éléments stratégiques sur les prochains trimestres, 2022, pour le dire simplement. La question plus tactique, c'est comment on gère la fin d'année, là, jusqu'à la semaine 50 et les réunions de Banque centrale. Après une année qui a été quand même incroyable, et on voit bien tous les sujets dont on débat, ça bouge, il y a un peu de volatilité sur les marchés obligataires, quelques mouvements sur les devises, mais bon, encore une fois, les marchés actions, eux, sont au plus haut, restent au plus haut, et on voit bien que même ce qu'on appelle une consolidation, un retracement est très très difficile à obtenir de la part de ces marchés actions. Oui, alors sur la fin de l'année, sur les marchés d'actions, on va dire on reste dans un environnement où les taux réels, ils se remontent un petit peu, mais ils restent quand même sur des niveaux extrêmement bas. Donc ça, on va dire, ça explique aussi la tenue très bonne de ces marchés d'actions, de ces marchés du crédit également. Je vous le disais, pour nous, il y a une bonne asymétrie aujourd'hui à être investi sur ces sociétés, on va dire, de croissance à bonne visibilité. C'est que si jamais on a, on va dire, une forme de déception sur la croissance ou des formes de crainte dans le marché, ces valeurs-là, elles devraient quand même relativement mieux se comporter parce qu'elles tendent à avoir plus de visibilité justement et à être plus robustes. Ça, c'est une chose. Sur les marchés obligataires et sur les marchés de taux, il faut faire une gestion là aussi qui est très différenciée parce que ce qui nous attend potentiellement sur la réunion de la Réserve fédérale autour du 15 décembre, c'est qu'on nous annonce que le rythme de réduction des achats d'actifs, il accélère, qu'on passe de 15 milliards à 30 milliards. Et donc, là aussi, on pourrait voir des indications de la part de la Réserve fédérale américaine que ce ne sera pas une, mais deux hausses de taux qui seront mises en place en 2022. Donc ça veut dire potentiellement des taux courts qui vont remonter. Donc là, il y a plutôt une forme de la valeur à être plutôt prudent sur ce risque-là, d'avoir des taux courts aux États-Unis qui remontent. La Banque centrale européenne, dans sa communication, elle n'est pas forcément toujours très claire. On est très très loin de sa cible d'inflation, et ça même sur une période longue. Pour autant, il y a deux programmes qui va s'arrêter. Donc ce manque de clarté-là, il peut aussi l'amener un petit peu de volatilité. Donc on a tendance à être plutôt prudent sur les instruments de dette périphérique, par exemple, où
Voilà, on pourrait voir les marchés venir un peu tester la fonction de réaction de la Banque centrale européenne. Et puis on a une Banque centrale d'Angleterre qui elle a une communication, on va dire, très différente de celle des autres grandes banques centrales. Communication très embrouillée, je le dis comme ça, je l'assume. C'est vous qui le dites très bien. Mais ça aussi, ce que ça induit, c'est que le marché aujourd'hui, il anticipe beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a entre 5 et 6 hausses de taux qui sont anticipées au Royaume-Uni à un horizon 12-18 mois. Et donc là, et ça, c'est plutôt tant mieux d'une certaine manière. Enfin, que le marché ait pris beaucoup d'avance comme ça, du point de vue des décisions et des banques centrales, ça donne un peu de marge, j'imagine. Bien sûr. Et d'un point de vue de gestion, parce que notre métier, c'est aussi de traduire, on va dire, ces anticipations-là dans les portefeuilles pour faire de la performance. Bien là, sur des taux courts anglais, il y a des choses à faire. Exactement, mais plutôt à l'achat. Donc, bien une gestion différenciée et une gestion active sur ces marchés de taux, toujours. L'idée d'une normalisation, mais désynchronisé, c'est quand même un peu le grand schéma qu'on a en tête là pour 2022. Merci beaucoup Kevin, merci d'avoir été avec nous pour votre éclairage là sur la stratégie d'investissement qui est celle de Carmignac en l'occurrence, les quelques grands axes qui guident votre stratégie d'investissement aujourd'hui. Kevin Tozek qui est avec nous en plateau, membre du comité stratégique d'investissement de Carmignac. Ainsi se termine Smart Bourse pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir évidemment en direct à 17h sur Bismart.